Nous allons maintenant nous intéresser aux propriétés des neurones. Donc on va parler de la polarisation de la membrane du neurone. En fait, ce concept a été abordé dès le XVIIIe siècle par Luigi Galvani, qui se promenait sur son marché et qui voyait en fait des cuisses de grenouilles qui étaient pendues donc aux étals des marchands, qui se contractaient lorsque l'air était orageux. Donc en fait, il est rentré dans son labo, il a pris des cuisses de grenouilles et il a stimulé électriquement le nerf de la cuisse de grenouille et il a émis une hypothèse qui disait qu'un courant électrique appliqué à un nerf provoque la contraction des muscles d'une grenouille morte. Et donc il a parlé du concept d'électricité animale qui circulait dans les nerfs. Donc c'est le premier à avoir approché de si près ce qui se passe en réalité en fait. Un neurone possède ce qu'on appelle un potentiel de repos. En effet, lorsque vous regardez un neurone et que vous mesurez les charges autour de la membrane, l'extérieur de la membrane du neurone est positif et l'intérieur de la membrane est négatif. En fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que l'on appelle l'influx nerveux, l'information, toutes ces choses-là, ce sont des échanges ioniques à travers la membrane d'un neurone. Donc tout ce que l'on fait, tous les mouvements que l'on effectue, en tout cas que l'on traite au niveau du cerveau, que l'on prépare au niveau du cerveau, tout ce qui est mémorisation, les pensées, les rêves, etc., ce sont des échanges ioniques à travers une membrane. Alors, ces échanges ioniques, évidemment, ils vont être particuliers, on va le voir un peu plus tard. En tout cas, au repos, quand on ne lui demande rien, un neurone a une différence de charge entre l'extérieur et l'intérieur de sa membrane de moins 70 millivolts. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Le neurone est donc une cellule polarisée. Ça ressemble à une pile avec un pôle plus, un pôle moins. Le pôle plus, encore une fois, est l'extérieur et le pôle moins est l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui donne ces charges particulières de part et d'autre de la membrane? Eh bien, voici un schéma qui vous résume cela. Donc, vous avez les deux lignes là qui vous montrent la membrane du neurone. En haut, vous avez l'extérieur du neurone, en bas, l'intérieur du neurone. Donc, à l'extérieur du neurone, il y a surtout des ions positifs de type sodium, avec un petit peu de potassium aussi, et des ions négatifs qui sont des ions chlore. Donc, si on fait la somme entre les ions positifs et les ions négatifs, on voit qu'il y a un léger surplus d'ions positifs. D'où cette charge positive à l'extérieur du neurone. On fait la même chose en bas. Les ions positifs, ici, c'est plutôt du potassium, avec un peu de sodium aussi. Et les ions négatifs, c'est représenté par les protéines et les ions phosphates. Et quand on fait la somme de tous ces ions, eh bien on voit qu'il y a un léger surplus d'ions négatifs. Donc voilà un schéma qui résume un petit peu tout ça. Donc en haut, vous voyez, vous avez beaucoup d'ions sodium et avec quelques ions potassium, quelques ions chlore. Et à l'intérieur du neurone, vous avez du potassium et des protéines et des ions phosphates qui forment donc le plus gros des ions négatifs. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, en fin de compte, ces ions ne se déplacent pas de part et d'autre de la membrane pour donner une charge neutre. C'est ce que vous avez dû apprendre, c'est ce qu'on appelle l'osmolarité. La nature a horreur des déséquilibres. Dès qu'il y a un surplus de quelque chose d'un côté d'une membrane, en général, il y a déplacement soit d'un liquide, soit des ions, etc., pour que tout soit réparti équitablement de part et d'autre de cette membrane. Alors, j'ai pas énormément de temps pour vous expliquer, je vais juste vous donner les grands principes en fait de cette répartition inégale. Parmi les facteurs qui contribuent à maintenir le potentiel de repos, il y a déjà la perméabilité sélective de la membrane du neurone. En effet, la membrane des neurones est perméable aux ions potassium et peu ou pas perméable aux autres ions. Autrement dit, ça veut dire que librement, seul le potassium peut se déplacer à travers la membrane. Donc le potassium, lui qui est surtout présent à l'intérieur de la membrane
à l'intérieur du neurone aimerait bien sortir en fait pour aller à l'extérieur. En effet, il diffuse selon ce qu'on appelle son gradient de concentration, du plus concentré vers le moins concentré. Mais qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Le potassium, quand il veut sortir, qu'est-ce qu'il trouve en face de lui? Des ions sodium. Et vous savez que deux charges ne s'attirent pas du tout, elles se repoussent. Donc il y a les ions sodium de l'autre côté qui le repoussent. Et en fin de compte, il n'est pas si mal que ça à l'intérieur du neurone, puisqu'il a énormément de charges négatives avec qui il peut s'acoquiner pour rester tranquille à l'intérieur du neurone. Donc en fin de compte, le potassium est attiré par les charges négatives de l'intérieur du neurone, il est repoussé par les charges positives de l'extérieur, donc en fin de compte, il reste à l'intérieur. Donc ça contribue à ce déséquilibre des charges positives. Ensuite, vous avez un autre système qui sont les pompes à sodium-potassium. Alors ces pompes, ce sont des pompes qui sont énergie dépendantes, qui dépendent donc de l'ATP, donc il faut de l'énergie. Et en fait, ce sont des échangeurs. Elles échangent 3 sodiums pour 2 potassium. Donc pour 3 sodiums qui sortent, vous avez 2 potassium qui rentrent. Donc en fin de compte, ce n'est pas équitable. Donc cela contribue à maintenir cette différence de potentiel, cette polarité, même si du sodium parvient à pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc voilà, ce sont les deux mécanismes principaux. Il en existe d'autres, c'est énormément plus complexe. Mais déjà, si vous avez compris ça, c'est bien. On va passer maintenant au potentiel d'action. En effet, donc, le neurone est rarement en repos, il est souvent en action et notamment il est souvent donc, stimulé, il doit répondre à ce stimulus, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'excitabilité. Alors je vous ai dit que la réaction d'un neurone, son langage en fait, ce sont des échanges ioniques. Donc la réaction d'un neurone lorsqu'il est stimulé, c'est l'ouverture de canaux membranaires. Alors là, on va prendre une excitation. Donc vous avez les canaux membranaires, donc ici les canaux sodium qui sont dans la membrane, avec beaucoup plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure. Et lorsque vous avez une stimulation qui est là, en fin de compte, ça va ouvrir les canaux sodiques et les sodiums, forcément, ils vont s'engouffrer à l'intérieur de ce canal pour aller à l'intérieur en suivant leur gradient de concentration. Ce qui va donner une baisse d'ions positifs à l'extérieur, il y aura moins de sodium, et une hausse d'ions positifs à l'intérieur, il y aura plus de sodium. Donc, cela entraîne une baisse de polarité à l'endroit stimulé. On va passer d'un potentiel de repos à moins 70 et donc moins 60, moins 50 millivolts, d'accord? Vous avez une baisse de la différence de charge entre les deux côtés de la membrane. Et donc, au point stimulé, vous allez avoir même une inversion de polarité. D'accord? Donc vous avez l'extérieur de la membrane ici, l'intérieur de la membrane du neurone ici. Donc normalement c'est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Et au point stimulé, ici à l'endroit vert, vous avez une inversion de charge. La polarité est modifiée. Donc si on fait une courbe donc, en fonction du temps, vous voyez, ça passe de moins 70 millivolts à plus 40 millivolts. Tout ça, donc j'attire votre attention sur le temps, en moins d'une milliseconde. Donc voici une autre façon de représenter la dépolarisation. Donc quand vous piquez le doigt, là on reprend toujours le même exemple, le bout du doigt, et bien au point stimulé, vous avez une dépolarisation, on appelle ça, une inversion de polarité de la membrane à cet endroit-là. Alors, la nature ayant horreur qu'on la bouscule, sa première action est de retrouver en fait son état de départ, c'est-à-dire le repos. Donc, la deuxième étape du potentiel d'action, c'est de retrouver la polarité de départ. Donc, pour ça, il va y avoir fermeture des canaux sodium. Donc, les canaux sodiques se ferment. Donc, hop, le sodium ne peut plus rentrer. Et donc, il va falloir repositiver l'extérieur de la membrane. Et pour cela, on va ouvrir des canaux potassium qui étaient fermés. Donc, vous avez une augmentation de la perméabilité au potassium et donc de la sortie d'ion potassium qui va faire baisser, en fait, rebaisser
cette polarité, donc on va avoir un phénomène de repolarisation. Donc le point dépolarisé au départ, dépolarisation, va se repolariser rapidement pour reprendre sa polarité de repos, c'est-à-dire sa polarité, on va dire, normale. Donc ce point dépolarisé là, au bout du doigt, va rapidement se repolariser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la repolarisation, la membrane demeure inerte un certain temps, c'est-à-dire que les canaux sodium ne peuvent pas s'ouvrir. Ça s'appelle la période réfractaire. Quand les canaux sodium sont en train de se fermer, eh bien vous ne pouvez pas leur demander de se réouvrir. Ça fait un peu comme un ascenseur qui a perdu ses systèmes de détection. Voilà, quand il est en train de se refermer, vous avez beau passer la main, etc., il se referme. Voilà, il faut attendre qu'il soit refermé pour pouvoir l'ouvrir. Et bien, c'est exactement la même chose pour les canaux sodium. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire. Donc si vous stimulez extrêmement rapidement euh, après une première stimulation, eh bien, vous n'aurez aucune réaction de la part du neurone. Cette stimulation ne sera pas prise en compte. Alors voici le schéma qu'il faut connaître, donc il faut le savoir. C'est un schéma extrêmement simplifié de la genèse d'un potentiel d'action. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que vous le sachiez vraiment. Donc vous avez ici le potentiel de repos, la dépolarisation qui est cette première phase-là, où vous avez ouverture des canaux sodium, donc avec la dépolarisation. Quand la dépolarisation est terminée, il y a fermeture des canaux sodium, et donc la repolarisation qui va arriver avec l'ouverture des canaux potassium, et ici la fermeture des canaux potassium. Donc j'insiste, ce schéma avec donc tout ça, ces légendes est à connaître. Alors cet influx, une fois qu'il a été généré, donc par cette stimulation, il va falloir qu'il se propage. En effet, pour qu'une stimulation soit prise en compte par notre organisme, il faut qu'elle passe obligatoirement par le système nerveux central. Si vous avez une coupure entre le bout du doigt, c'est-à-dire une coupure de nerf par exemple, et le système nerveux central, vous ne ressentirez jamais cette stimulation. Donc pour qu'une stimulation soit prise en compte, il faut qu'elle passe par le système nerveux central. Donc il faut qu'il y ait une propagation de l'influx nerveux. Alors on va voir d'abord cette propagation de l'influx nerveux sur fibre amyélinisée. Donc vous avez à droite un schéma qui vous montre comment ça se passe. Ici en rouge vous avez le point de stimulation. Donc vous avez une inversion de polarité. Eh bien, cette inversion de polarité va se propager en fait le long de la fibre. Donc vous avez inversion de polarité, repolarisation, inversion des polarités, repolarisation, etc. C'est pour ça que ça fait penser au principe de la hola dans un stade. Vous en avez qui se lèvent, quand ils se rassied, d'autres se lèvent, etc. etc., etc. D'accord? Ben, c'est la même chose. La dépolarisation, elle va se propager donc, le long de la fibre amyélinique jusqu'à atteindre le système nerveux central. Alors, ce déplacement de l'influx amyélinique, il est assez faible, assez lent. Ça va à peu près, c'est de l'ordre de 3 km/h. Ça peut aller jusqu'à 300 km/h. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va jusqu'à 300 km/h? Ça dépend du diamètre de la fibre. Plus le diamètre est important, plus la vitesse de propagation est importante. Et ça dépend surtout de la présence de myéline. La myéline augmente la vitesse d'un facteur presque 100. Donc, lorsque l'influx nerveux a besoin d'être propagé très rapidement, il faut qu'il emprunte des fibres à gros diamètre avec de la myéline sur ces fibres. Alors, comment ça se passe justement dans les fibres myélinisées? Alors, la conduction de l'influx nerveux s'appelle la conduction saltatoire, parce qu'en fin de compte, on estime, tout se passe comme si plutôt, ça sautait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Donc vous avez ici une coupe d'une fibre myélinisée. Vous avez en orange ici donc les manchons de myéline. Et ici vous avez en vert en fait la zone stimulée. Et bien tout se passe comme si en fin de compte cette dépolarisation là sautait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier.
Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la conduction saltatoire. Donc en fin de compte, la fibre nerveuse a besoin de dépolariser moins de fibres que s'il n'y avait pas la myéline. Donc ça va beaucoup plus vite. Et on estime qu'une fibre non myélinisée devrait avoir un calibre de plusieurs centimètres pour conduire l'influx à la même vitesse qu'une fibre myélinisée de 20 microns de diamètre. Donc ça permet aussi de réduire le diamètre des fibres. Sinon, on aurait des fibres nerveuses de plusieurs centimètres au lieu d'avoir des fibres nerveuses qui ont quelques dizaines de microns de diamètre. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé déjà des pathologies de la myéline, par exemple la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est quoi? C'est la perte de ces manchons de myéline-là. Qu'est-ce qui se passe quand on perd les manchons de myéline? Eh bien, au lieu de dépolariser uniquement ce petit bout-là d'axone, il va falloir dépolariser tout le long, d'accord, de cet axone jusque-là. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc les personnes qui souffrent de sclérose en plaques vont avoir au cours du temps une diminution de la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Donc à la fois l'influx moteur et l'influx sensitif. Une loi qu'il faut connaître dans la formation du potentiel d'action, c'est la loi du tout ou rien. En effet, pour qu'il y ait potentiel d'action, la dépolarisation au point stimulé doit dépasser un certain seuil. C'est-à-dire que la stimulation doit avoir une certaine intensité. Des stimulations de toute petite intensité ne seront pas prises en compte par le neurone, donc ne seront pas ressenties au niveau de l'organisme. Donc vous avez un exemple ici, une toute petite stimulation d'intensité S1, une plus grande stimulation d'intensité S2 ne suffisent pas à atteindre un seuil ici qui est à peu près de moins 50 mV. Tandis que S3 arrive à dépasser à ce seuil et donc il y a potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est une unité. On ne peut pas avoir de demi-potentiel d'action. On ne peut pas avoir de potentiel d'action qui soit deux fois un potentiel d'action X ou Y. D'accord? Donc il y a potentiel d'action. Ça part de moins 70 mV, ça arrive à plus 40 mV et ensuite ça se repolarise. C'est ça un potentiel d'action. Donc, pour résumer, si la dépolarisation ne dépasse pas le seuil, la membrane reprend sa polarisation normale et il n'y a pas d'influx. Si la dépolarisation dépasse le seuil, la dépolarisation se poursuit jusqu'à plus 40 mV. Et là, vous avez une dépolarisation, une repolarisation et donc un potentiel d'action. Et ça, le potentiel d'action, c'est l'influx nerveux. Et je vous répète que peu importe l'intensité du stimulus, la dépolarisation ne dépassera pas plus 40 mV en moyenne. Donc il va falloir trouver une autre astuce pour coder en fait l'intensité du stimulus.